Audio Jungle. Est le cœur de nos discussions. Donc, je vous demanderai, avant de démarrer, de lui donner la parole, de faire preuve de beaucoup d'écoute, parce que les propos qui vont sortir de cette discussion vont être très intéressants pour vous, pour ceux qui ont déjà des business ou qui ont des perspectives de business à créer. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, monsieur Couteau. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous laisser vous présenter, nous parler un peu de votre parcours, de qui vous êtes, de l'audience puisse savoir un peu plus sur vous. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bon, toujours difficile de parler de soi, mais je suis donc Hamidou Diko, je suis financier de formation, j'ai un master 2 en banque, finance, assurance. J'ai à peu près 6 ans d'expérience dans le domaine du financement des entreprises, notamment en fonds de garantie, dont 4 ans à peu près en tant que manager. Je suis donc l'auteur du livre Entrepreneuriat au Mali, ce qu'il faut savoir pour réussir. Je suis actuellement responsable partenariat et stratégie au sein du fonds de garantie pour le secteur privé. Je pense que ça Merci beaucoup à vous, monsieur Diko, et merci surtout d'avoir répondu à cet appel, malgré votre agenda chargé. Moi, je voudrais rentrer dans le cœur de la discussion. C'est rapide. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Très bien. Je voudrais vous remercier aussi en retour pour m'avoir invité à parler de mon livre et de l'entrepreneuriat de façon générale. Je vois qu'il y a un public jeune comme moi ici, intéressant, certainement des entrepreneurs, des porteurs de projets aussi. Et pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est pour répondre à un besoin que j'ai identifié dans le cadre de l'exercice de mon métier. Mon métier, c'est d'accompagner, de financer les entreprises. Et je travaille au sein d'une institution qui a cette vocation de faciliter l'accès des entreprises au financement. Et donc, de par cela, qui a un rôle économique à jouer, et ce rôle ne peut être joué qu'en accompagnant le maximum d'entreprises. Mais malheureusement, notre environnement est dominé par le secteur informel. Et vous savez, le financement, c'est la confiance. Les entreprises qui sont dans l'informel peuvent difficilement, donc ces entreprises-là qui sont dans l'informel peuvent difficilement bénéficier de la confiance des structures financières. Et donc, c'est ce qui crée d'ailleurs la difficulté d'accès au financement que les entreprises racontent souvent. Et donc, face à cela, malgré notre volonté d'accompagner le maximum d'entreprises, à travers mes discussions, mes échanges avec les chefs d'entreprise, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a une méconnaissance de l'environnement, des dispositifs, également une méconnaissance des bonnes pratiques de l'entrepreneuriat. Bon, à travers mes discussions avec les chefs d'entreprise, on se donne des idées. Mais à la longue, je me suis dit, bon, j'ai un certain avantage parce que par mes fonctions, je suis dans pas mal de commissions, je suis associé à pas mal de rendez-vous qui traitent des sujets sur l'entrepreneuriat. J'accompagne des milliers d'entreprises, donc je vois des profils très différents d'entreprises. J'échange avec des centaines de milliers de chefs d'entreprise, donc avec beaucoup de recul. Je me suis dit qu'il fallait que j'écrive pour mettre un document à la disposition des chefs d'entreprise, les aider à s'approprier davantage des outils qui existent dans l'environnement, qui ont vocation à contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat, au développement des entreprises, les aider également à anticiper leurs besoins de financement, mais également d'autres besoins.
y compris des partenariats commerciaux, etc. Les aider à s'orienter davantage vers le formel. Parce que moi, je considère l'informel comme l'entrepreneuriat précaire. Et l'informel, ça ne profite pas forcément à tout le monde. Ça profite peut-être aux chefs d'entreprise, mais ça ne profite pas à l'État parce que les impôts ne sont pas payés correctement. Ça ne profite pas aux employés parce qu'ils ne sont pas forcément immatriculés à l'INPS, ils ne bénéficient pas forcément des AMO. Et ça ne profite même pas à l'entreprise de façon générale parce que ça limite les opportunités de l'entreprise et même sa capacité à lever des fonds pour se développer. Et donc, c'est tout cela qui m'a poussé à écrire le livre. J'ai choisi ce format-là parce que je voulais aller sur quelque chose de très pratique et qui puisse servir, qui puisse accompagner le chef d'entreprise. Et donc, dans la rédaction, je me suis intéressé aussi aux autres acteurs du secteur privé, donc, y compris les structures d'appui et d'encadrement, d'appui financier et non financier, mais également aux porteurs de projets qui ont besoin de certaines informations que les chefs d'entreprise connaissent déjà, telles que la procédure de création d'entreprise, voilà, des choses comme ça. Donc, ce qui fait que le livre est assez transversal, et assez synthétique, avec des encadrés, pour orienter à la fois les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, les structures d'appui, les investisseurs et tout autre acteur du secteur privé. Absolument, et merci de ce partage-là. Comme je le disais tout à l'heure en off, j'ai eu quand même l'occasion de commencer à lire un peu ce livre, même si j'avais beaucoup d'appréhension au départ. Ce que j'admire dans la plume de cet ouvrage, c'est que c'est extrêmement pratique. Et le fait que vous ayez quand même un recul, une approche de professionnel du domaine, c'est que vous l'avez écrit sur la base de constats que vous avez fait, de certaines réalités que vous avez affrontées avec les entreprises. Ça oriente vraiment la dynamique du livre en mettant en application, du moins en mettant à disposition des conseils qui vont être directement applicables pour eux dans leur processus, soit de création d'entreprise ou de levée de fonds. Tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé d'informel. On est quand même dans un contexte universitaire. Je pense que ça serait bien aussi de définir ce que vous appelez être dans l'informel pour que les gens puissent se faire une idée de cela. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a un point aussi que je ne mets pas en avant souvent, j'ai un petit pied dans l'entrepreneuriat. Il n'y a jamais de petit pied dans l'entrepreneuriat. Mes fonctions déjà d'accompagnateur d'entreprise me permettent d'avoir une vision beaucoup plus large qu'un simple entrepreneur. Donc, en réponse à votre question, l'informel peut se définir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de ne même pas être immatriculé, de ne pas avoir une identité de personne morale en tant qu'entreprise. Ça, c'est l'informel du premier niveau. C'est l'informel sur le plan administratif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de registre, on n'est pas enregistré au registre de commerce et de crédit immobilier, on n'a pas forcément de NIF, on n'a pas de NINA pour son entreprise. Ces documents-là s'obtiennent auprès de l'API Mali. Donc, lorsqu'on n'a pas ces documents-là, on est carrément dans l'informel. Mais ça, c'est l'informel sur le plan identitaire administratif. Il y a l'informel, deuxième niveau, c'est l'organisation, la gestion de l'entreprise. Ça, c'est la transparence au sein de l'entreprise, surtout la transparence financière. Et c'est ça qui frappe dans notre environnement, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont leurs papiers, qui sont immatriculés au registre de commerce et de crédit immobilier, qui ont leur NIF, qui ont même leur agrément lorsque le domaine d'activité l'exige, mais qui ne tiennent pas de comptabilité régulière, par exemple, qui ne formalisent pas leurs relations avec leurs partenaires commerciaux, par exemple, qui ne laissent pas de traces sur leur compte bancaire pour les sorties et les entrées d'argent. Donc, qui ne domicilient pas leur argent auprès de leur banque, qui font des achats en cash sans laisser de traces. Donc, toutes ces pratiques-là constituent, en fait, peuvent être associées à l'informel second niveau.
Donc voilà, donc l'informel premier niveau, ça c'est administratif, c'est le fait d'avoir une identité auprès de l'API Mali, et l'informel sur le plan organisationnel, sur le plan de la gestion. Et ça, c'est vraiment important et c'est ce qu'il faut éviter dans la gestion de l'entreprise. L'entreprise, c'est la transparence et surtout la transparence financière. Absolument. Et si je comprends bien, aujourd'hui, on peut être bien créé auprès de l'API, mais dans sa façon d'opérer et dans sa façon de gérer son activité, être dans une optique informelle. Exact. Okay. Donc, je pense que ça, c'est un bon point à noter pour ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est que ce n'est pas seulement le fait de créer son entreprise de façon formelle, mais il faut qu'il y ait aussi une rigueur dans la gestion pour que l'entreprise soit dans une dynamique de formalisation et qui peut aussi beaucoup aider lors des initiatives pour avoir accès à des financements. J'aimerais savoir, M. Diko, aujourd'hui, avant d'écrire cet ouvrage, est-ce que l'écriture était forcément une passion? Il y a toujours une petite dose de passion pour écrire, mais ça demande surtout beaucoup de discipline, une certaine abnégation. J'ai l'habitude de dire d'ailleurs que je ne suis pas un écrivain, je suis un auteur circonstanciel, des circonstances parce que dans l'exercice de mon métier, j'ai vu que quelque chose pouvait m'aider à atteindre mes objectifs, peut-être à atteindre même les objectifs de l'institution au sein de laquelle je travaille. Et donc, j'ai pris l'initiative d'écrire. Peut-être aussi parce que je suis le fils d'instituteur qui aimait bien l'enseignement et qui m'avait plongé dans les livres depuis bien longtemps. Mais je dirais que l'écriture de ce livre-là, c'est surtout circonstanciel, toujours avec une petite dose quand même de passion. Mais en tant que professionnel et très dynamique, avec les enjeux d'agenda, etc., est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés particulières lors de l'écriture de cet ouvrage? Combien de temps ça vous a pris? Parce que c'est aussi important souvent de voir ce qui se passe dans les coulisses. Parce que nous, on a le produit fini, on se dit, OK, c'est quelques pages, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Et il y a souvent un travail colossal qui est derrière. Et ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture de savoir un peu cet aspect-là. Tout à fait. C'est vrai que le livre, il est petit, mais il m'a demandé beaucoup de travail. J'ai dit tout à l'heure, l'écriture d'un livre, de façon générale, ça demande de la discipline, de la méthode, de certaines abnégations, d'autant plus que je suis responsable avec de nombreuses responsabilités de par mes fonctions. Et donc, sans même l'écriture de ce livre-là, je quitte le bureau à des heures tardives. Assez souvent, le week-end, je travaille. Et donc, quand je me suis mis à écrire ce livre-là, ça m'a poussé à m'organiser autrement, mais ça a augmenté en même temps mes charges de travail. Donc, le week-end, je travaillais dessus régulièrement, le week-end. Le soir, quand je quitte le bureau, ou parfois après 18h, je me dis après 18h, je me mets à écrire 1-2 pages. Et à la maison également, avant de dormir, parfois j'avais le courage d'écrire parce que ça me passionnait. Il y avait cette dose de passion et j'étais pressé même d'éditer le livre-là et de le mettre à la disposition des autres. Et moi-même, en l'écrivant, j'apprenais parce que je faisais des recherches, je lisais des documents que j'essayais de synthétiser. Alors, pour pouvoir synthétiser, il faut comprendre déjà. Et donc, le fait que j'apprenais en écrivant ce livre-là, ça constituait une source de motivation pour moi en même temps. Donc, ça, c'était une petite contrainte, mais que j'ai su gérer parce que j'étais motivé. Deuxième contrainte, c'était l'accès aux documents qui sont résumés aussi dans ce livre. Je résume le Code général des impôts, le Code des investissements, la loi PPP, le Code des marchés publics et des délégations de services publics, etc., etc. Beaucoup d'informations qui sont résumées dans ce seul livre-là. Et donc, l'accès à certains documents, surtout aux dernières versions, constituait parfois aussi une petite contrainte. Mais compte tenu de mes fonctions, j'ai
aussi dans mon cabinet d'adresse beaucoup de contacts dans des structures qui sont au cœur de la production de ces documents. Donc cela me permettait d'avoir accès aux dernières versions de ces documents. Parfois c'est des décrets, c'est des lois, mais qui sont amendées par la suite par des ordonnances, par d'autres décrets au fur et à mesure que les années passent. Donc, c'était également une petite contrainte parce qu'il ne fallait pas que je mette une information dans ce document qui ne soit pas réelle et qui ne soit pas d'actualité. Donc, troisième contrainte, je dirais que c'était cette volonté d'avoir un document synthétique. J'avoue que je l'ai rédigé dans un premier temps avec un volume plus important. Mais après, je me suis dit, ce n'est pas la peine. Il faut que je prenne le temps de résumer, d'aller à l'essentiel. Parce que le livre, il va être lu par des gens qui ne sont pas forcément techniques, qui ne cherchent pas à être experts dans des domaines précis, mais par des porteurs de projets ou des chefs d'entreprise qui doivent connaître l'essentiel, aux besoins qui peuvent se faire accompagner par des experts sur des sujets particuliers comme la fiscalité, comme le financement, etc., comme l'accès aux bénéfices du code des investissements, etc. Mais il est important pour un chef d'entreprise de connaître les bases. En ce moment, lorsqu'il parle même avec l'expert, il peut mieux exprimer son besoin. Mais lorsqu'il ne sait pas du tout, alors ça peut être compliqué. On peut lui proposer quelque chose qui ne répond pas en réalité à sa vision, mais qu'il accepte. Donc, je l'ai résumé. Ça m'a pris énormément de temps. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que la rédaction du livre a pris pas moins d'1 an. Le fait que j'avais mes fonctions à gérer, je consacrais un peu de temps et au fine, je voulais également le résumer le maximum possible. Et quand je l'ai résumé aussi, quatrième contrainte, j'ai voulu le partager avec un certain nombre d'entrepreneurs, chefs d'entreprise dans différents domaines. J'ai partagé. Du coup, je leur ai demandé de me faire part de leurs propositions d'amélioration, c'est-à-dire des sujets qu'il fallait mieux expliquer, des sujets qu'il fallait ajouter, etc. Et donc, il m'a fallu beaucoup de patience pour attendre leurs retours. Parce que rien que le temps d'attendre ces retours-là, ça m'a pris 4-5 mois à peu près. Alors que moi, déjà, quand j'ai réussi à résumer le livre, j'étais pressé déjà à l'éditer. Et donc, j'ai dû attendre, relancer ces personnes-là plusieurs fois et garder cette patience-là pour pouvoir proposer un document pertinent. Et donc, c'était également une contrainte, mais qu'il fallait gérer avec patience pour aboutir à un document de qualité. Voilà donc quelques contraintes que j'ai été surmontées de la phase d'écriture. Moi, vous écoutez, j'ai l'impression que ce livre, enfin, de ce parcours du moins, au-delà de la gratification d'avoir produit un ouvrage qui va servir, ça vous a aussi grandi parce que vous avez dû, comment dire, vous avez dû faire preuve de beaucoup d'autodiscipline. Est-ce que ça se dit même de discipline personnelle? Mais aussi, ça vous a appris à patienter et à appliquer d'autres vertus qui quand même développent l'individu de façon personnelle. Donc, je pense que ça, c'est aussi très important dans le parcours d'un écrivain et aussi c'est important de le partager à ceux qui lisent pour qu'ils puissent mieux valoriser l'ouvrage derrière. Tout à l'heure, quand vous parliez des motivations derrière l'écriture de cet ouvrage, vous avez parlé un peu de l'observation que vous avez faite de l'écosystème. Et je sais que de par vos fonctions, mais aussi dans le process d'écriture de cet ouvrage, vous avez eu quand même à observer un peu l'écosystème économique du pays. Et j'aimerais savoir aujourd'hui si vous pouvez partager avec ceux qui nous suivent les secteurs d'activité qui, selon vous, sont les plus porteurs et qui sont les plus rentables, où il y a le plus de demandes et qui peuvent facilement impacter sur le changement de la tendance de chômage actif des jeunes. Donc, je vous laisse vous exprimer sur cette question. D'accord.
Et bon, je voudrais dire qu'au Mali, il y a beaucoup quand même à faire. Je dirais que des opportunités, il y en a dans pratiquement tous les secteurs d'activité. Parfois, quand on entreprend, on a tendance à vouloir faire quelque chose qui n'existe pas du tout. Alors, je pense que ce n'est pas nécessaire. On peut bien mieux faire ce qui existe déjà. C'est ce que j'essaie de mettre en avant dans le livre. Quand on prend notre écosystème, on voit qu'il y a beaucoup d'ateliers de couture. Il y a beaucoup de petits ateliers de menuiserie. Il y a des ateliers de mécanique. Mais quand on prend ces métiers-là, c'est des métiers aujourd'hui qui sont exercés de façon éparpillée, de façon artisanale dans notre environnement. On peut bien mieux faire. Quand on prend l'agriculture, au-delà de Bamako, bien sûr en zone rurale, on voit que l'agriculture est encore pratiquée de façon artisanale également. C'est l'agriculture de subsistance. On peut faire l'agriculture de façon mécanisée. Quand on regarde également, il y a beaucoup de produits qui sont issus de l'agriculture dans notre pays, mais qui sont difficilement trouvables pendant certaines saisons, ou bien qui sont excessivement chers au-delà de la saison de récolte. Eh bien, parce qu'on n'arrive pas à les conserver ou à les transformer. On peut bien s'intéresser à la conservation et à la transformation de ces produits-là. Donc, tous ces domaines-là constituent, à mon avis, des domaines qu'il faut exploiter, qui peuvent contribuer à réduire le chômage dans notre pays. Et c'est des domaines qui peuvent être rentables également. Voilà. Donc, globalement, je dirais qu'il y a de l'opportunité dans tous les domaines d'activité. L'agriculture, c'est un domaine particulièrement intéressant pour notre pays parce qu'il y a la terre. Il y a la terre au Mali. Quand on va en zone rurale, on voit qu'il y a beaucoup de terre. Même dans la zone office du Niger, l'office du Niger n'exploite que 20 à 25% à peu près la surface arable dans la zone. Donc, ça veut dire qu'on a encore de la matière, du potentiel. Et donc, il y a également des guides même que l'API Mali a produits qui sont disponibles sur son site web, des guides sur les opportunités d'affaires au Mali qui peuvent être intéressants. Donc, le livre aussi, c'est dans ce sens-là, parce que je me suis dit, ça ne sert à rien que je revienne sur des choses qui existent. Mais le livre peut être une sorte de boussole qui oriente vers ce qui existe ici. Quand vous prenez le livre concernant les secteurs porteurs, vous allez voir que non seulement je donne mon avis sur ce qu'il faut comprendre sur les secteurs porteurs dans notre pays, mais également les outils qui existent, qui permettent d'orienter les porteurs de projets, les chefs d'entreprise vers les secteurs porteurs. Donc, il y a des outils qui sont élaborés par l'API Mali, qui sont disponibles. Courant l'année 2021, il y a le ministère des Maliens établis à l'extérieur qui a élaboré également un guide sur les filières porteuses dans le but de favoriser les investissements productifs de la diaspora. Donc, c'est également un guide qui est disponible que vous pouvez consulter. Bon, à mon avis, il y a des opportunités dans tous les domaines. Il faut juste voir le domaine pour lequel on a un certain avantage comparatif qu'on peut facilement réaliser, dans lequel on peut facilement réussir, et le domaine pour lequel on a une certaine passion. Parce que l'entrepreneuriat, ça ne va pas sans passion. Il peut y avoir un domaine qui est intéressant, mais qui ne vous passionne pas. Donc, il faut toujours aller vers un domaine qui vous passionne et pour lequel vous pouvez avoir un avantage comparatif. Donc, au-delà des orientations qui peuvent être données par les structures expérimentées, il faut aussi partir sur la base de la passion, parce que ça reste le plus grand moteur pour un chef d'entreprise. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'API, et tout à l'heure également, dans vos propos, vous avez parlé un tout petit peu du fait qu'il fallait s'enregistrer auprès de l'API. Mais concrètement, quel est le rôle de cette structure dans le processus de création des entreprises au Mali? Et également, quels autres types d'accompagnement ils peuvent offrir aux entrepreneurs et aux porteurs de projets?
D'accord. L'API Mali, c'est un outil créé par l'État à l'image d'autres pays. C'est un outil qui a vocation à favoriser l'investissement privé à la fois par les nationaux que par les internationaux qui sont intéressés à investir au Mali. Donc, de ce fait-là, au sein de l'API Mali, concernant la création d'entreprises, il y a un guichet unique. L'idée du guichet unique, c'est d'éviter que lorsqu'on souhaite créer une entreprise, on s'adresse à plusieurs structures. Donc, toute la démarche de création d'entreprise se fait désormais auprès du guichet unique. Donc, auprès du guichet, lorsque vous souhaitez créer une entreprise, vous vous adressez au guichet unique. La procédure de création d'entreprise est relativement simple, puisqu'on vous demande de constituer un dossier, de faire une demande, peut-être 2 demandes, et de fournir vos documents d'identité, pièces d'identité, éventuellement si vous êtes marié, votre document de acte de mariage, votre casier judiciaire, le certificat de nationalité. Voilà, c'est des documents comme ça qui sont demandés au niveau de l'API Mali. Et la création d'entreprise coûte 8 000 francs, sauf si ça a changé maintenant, 8 000 francs. Sur les 2 demandes-là, il est demandé un timbre de 200 francs par demande, donc ce qui fait 400 francs, donc 8 400 francs, lorsque vous souhaitez créer une entreprise individuelle, par exemple. Lorsque vous souhaitez créer une société, là, il vous est exigé la production de statuts. Donc, les statuts sont faits au niveau du notaire. En général, il y a des statuts qui sont faits à 200, 250, 300 000 francs. Voilà, ça dépend des notaires et de la teneur des statuts à faire. Donc, la procédure elle-même, elle prend 72 heures. À partir du dépôt d'un dossier complet auprès de l'API Mali, normalement, vous avez les documents d'identité de l'entreprise au bout de 72 heures. Ça, c'est le délai officiel. Maintenant, il peut y avoir un petit retard, mais le délai, quand même, reste toujours raisonnable. En général, on ne dépasse pas 5 jours, 1 semaine, la création d'entreprise auprès de l'API Mali. Donc, c'est ça le rôle de l'API Mali. Maintenant, au-delà de cela, comme je l'ai dit tantôt, l'API a un rôle de promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays et également de promotion même du climat des affaires au Mali. Donc, en ce sens-là, l'API Mali cherche des investisseurs et essaye de les conseiller sur les secteurs porteurs au Mali, essaye de les pousser à investir au Mali et également les accompagne dans la phase de réalisation de leurs investissements et les met également en contact éventuellement avec les structures qui les intéressent en termes de partenariat commercial ou encore en termes de levée de fonds. Donc, ce sont des rôles complémentaires que l'API Mali joue en plus de la création d'entreprises qui est faite au niveau du guichet unique. Donc, il y a également le Code des investissements, qui est un dispositif phare dans le cadre de la promotion des investissements au Mali. Et le code, pour bénéficier du Code des investissements, il faut un agrément. La demande d'agrément est traitée au niveau de l'API Mali. C'est l'API Mali qui donne l'agrément au Code des investissements. Et l'agrément au Code des investissements permet en fait de bénéficier des exonérations. Lorsqu'on investit jusqu'à un certain montant, on peut bénéficier d'exonérations sur les importations de matériel, sur les taxes à payer sur ces matériels-là, mais également d'autres exonérations sur les impôts classiques à payer, y compris l'IBIC. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations-là, il faut faire une demande. Et cette demande également est traitée au niveau de l'API Mali. Et lorsqu'on exerce ou on souhaite exercer dans certains domaines d'activité, tels que les BTP par exemple, bâtiments de travaux publics, alors il est exigé un agrément. Et la demande d'agrément également est traitée au niveau de l'API Mali. Donc, ce sont entre autres les domaines d'intervention de l'API Mali dans le sens de l'accompagnement des entreprises, dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat.
Merci beaucoup pour ce partage. J'espère que ces propos vous serviront pour ceux qui souhaiteraient entreprendre des démarches pour la création de leurs futures entreprises. Juste avant de laisser la parole à l'audience pour qu'ils aillent aussi vers leur séance de questions-réponses, moi j'ai une question qui me brûle la langue, c'est que de plus en plus on entend des entrepreneurs lors de leurs différents partages d'expériences nous dire oui, quand moi je suis venue, je n'avais rien, j'ai créé ma boîte à partir de rien, etc. Vous qui êtes un expert du domaine des finances et qui avez quand même côtoyé de plusieurs structures et vous les avez accompagnées également, est-ce que concrètement on peut créer une entreprise à partir de 0 francs? Bon, alors ça c'est un faux débat, je dirais. C'est une spéculation. C'est un sujet qui a plus tendance à distraire qu'à conseiller. C'est la même chose que la question de est-ce qu'on peut réussir tout seul? En général, on ne réussit jamais tout seul. On bénéficie directement ou indirectement de l'aide de quelqu'un. Même quand vous voyez les grands chefs d'entreprise qui, parfois, ont tendance à penser qu'ils ont réussi tout seuls, ils ont réussi grâce à leurs employés et aux gens avec lesquels ils ont collaboré. Sans ces gens-là, ils n'auraient jamais réussi. Donc, c'est un faux débat que de dire ah, celui-ci-là, il a réussi tout seul. Ou bien celui-ci-là, il est parti de rien. Non, il y a toujours une base derrière. En fait, il faut relativiser les choses. On peut gagner, faire une activité, gagner un peu d'argent. Comment? Peut-être en utilisant sa propre force, la force de sa main pour faire. Comme cela, on gagne 1000 francs, on gagne 10 000 francs, ou bien sa force intellectuelle pour faire un travail. Les graphistes, par exemple, et ils ont fait des études. Les études, ça leur a coûté quand même quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, ils peuvent se mettre en freelance et ils utilisent leur intelligence et la machine qu'ils ont pour faire des prestations. Et ces prestations-là sont rémunérées. Et petit à petit, ils peuvent faire des économies sur ces prestations-là pour passer à une autre échelle. Mais tout de suite, avec rien, ils ne peuvent pas passer à une certaine échelle. Ils commencent d'abord à valoriser leur background intellectuel pour gagner quelque chose. Petit à petit, ils font des économies et ils peuvent maintenant monter une entreprise, s'étendre à d'autres activités et comme ça avoir une certaine taille d'entreprise. Mais on ne peut pas partir de rien. Il faut toujours quelque chose. Et en général, lorsqu'on atteint un certain niveau, on a toujours besoin, en tout cas dans la plupart des cas, on a toujours besoin de recourir au financement externe, faire des levées de fonds. C'est ça qui permet de passer également à l'échelle. Vous voyez beaucoup de chefs d'entreprise dans l'environnement du Mali. En général, quand ils parlent, ils n'évoquent jamais qu'ils ont été accompagnés par les banques. Mais ils sont pratiquement, pour beaucoup, accompagnés par les banques. Peut-être pas depuis le départ, mais pour qu'ils atteignent un certain niveau, le niveau qu'ils ont aujourd'hui, ils ont bénéficié de financement bancaire ou d'autres formes de financement. Donc, ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, il y a un processus. Le fait de dire on entreprend à partir de 0 francs, c'est un faux débat, mais il faut plutôt comprendre dans ce sens-là. On peut commencer avec une activité, ça ce n'est pas de l'entrepreneuriat, mais on fait des activités pour pouvoir économiser. Ensuite, on se lance dans l'entrepreneuriat et on cumule un certain nombre de facteurs, y compris le facteur financier, parce qu'il y a le facteur immatériel qui est l'intelligence, il y a le capital humain qui est soi-même, et on peut également trouver des associés qui viennent également avec leurs compétences qu'on peut valoriser. Mais à cela, pour aller de l'avant, il faut ajouter un peu de capital financier pour atteindre une certaine échelle dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a un processus. Donc, concrètement, on ne peut pas entreprendre avec 0 francs, même si c'est quand même assez plaisant à entendre. Il y a
tout un processus qui rentre dans ce cheminement-là. Je pense qu'on a atteint quand même une trentaine de minutes de discussion. Maintenant, je pense qu'il est temps de laisser la parole à ceux qui nous suivent, que ce soit en ligne ou en présentiel. Pour ceux qui sont en ligne, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir via vos micros ou à mentionner vos messages dans le chat. Il y a déjà des questions. Donc, pour ceux qui sont en ligne, on va les prioriser. On va laisser Djibril nous relayer les questions. Ou s'il y en a qui veulent parler, vous pouvez activer votre micro. Donc, je vois qu'il y a une main levée. C'est qui? Il a quand même écrit. Ah. Il y a Samoura. La première question est de Samoura. Il demande, la personne en tout cas demande comment accéder à ces livres. Je pense qu'on peut déjà prendre la question de Samoura en compte et après on y va. Donc, comment obtenir l'ouvrage pour le lire? Alors, le livre, il est disponible dans pas mal de librairies à Bamako. Il y a un flyer qui est disponible avec la liste des librairies et leurs contacts que je vais vous mettre à disposition pour publier avec les participants. Et en France également, il est disponible au sein d'un contact que je n'ai pas en tête, mais que je peux les retrouver rapidement. Donc, il est à l'international, le livre? Oui, il est en France notamment. Donc, en France, on peut contacter le numéro WhatsApp 6 40 42 31 53. Donc, 6 40 42 31 53. Donc, on partagera également ces différentes informations avec l'audience. Donc, autant la liste des librairies où c'est disponible ainsi que les contacts pour ceux qui veulent le lire du moins depuis la France. Donc, j'espère que la question a été répondue de façon satisfaisante pour Samoura. On laisse la parole aux autres qui souhaiteraient interagir. Il y a une autre question. L'intervenant m'a dit, ma question est la suivante. Comment une nouvelle entreprise peut faire pour avoir des aides au financement et au service de fonds de garantie pour réaliser ses objectifs? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Comment une nouvelle entreprise peut faire pour avoir des aides au financement et au service de fonds de garantie pour réaliser ses objectifs? Des aides au financement pour une nouvelle entreprise, il y a quelques programmes ou dispositifs qui existent aujourd'hui qui ciblent certains secteurs d'activité ou certaines catégories de porteurs de projets ou d'entrepreneurs pour les aider soit à créer leur entreprise, soit à développer leur entreprise. Donc, parmi ces programmes-là, pour les jeunes, il y a le FACEJ. Le FACEJ qui est un bon dispositif qui a accompagné plus d'un millier de jeunes, soit à entreprendre, soit à développer leur entreprise existante. Donc, le FACEJ permet de bénéficier d'une subvention qui sert en même temps de garantie pour bénéficier d'un crédit bancaire. Et au cas où le besoin dépasse cette subvention-là, le FACEJ aide à obtenir un financement complémentaire auprès des banques partenaires. Et ce financement complémentaire-là est garanti par le Fonds de garantie pour le secteur privé. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a des dispositifs qui sont mis en œuvre à travers la synergie entre différents acteurs. Donc, des bailleurs de fonds qui donnent la subvention, les banques qui accordent le financement et les fonds de garantie qui partagent le risque avec ces banques-là. Donc ça, c'est important parce que de façon classique, c'est très risqué d'accompagner les projets ex nihilo. Le taux d'échec est très important. Dans le cadre de dispositifs pareils, il y a un volet accompagnement qui rassure. Donc l'accompagnement permet de sécuriser davantage la réussite du projet. Et c'est pour cela qu'il nous est plus simple d'accompagner des dispositifs comme ça pour des projets qui démarrent ou bien pour certaines catégories d'entrepreneurs ou de porteurs de projets plutôt que des demandes isolées qui viennent. L'appréciation de ces demandes isolées est assez compliquée pour obtenir un crédit bancaire notamment. Donc,
Mais pour entreprendre, bon, parfois, il ne faut pas forcément compter, en tout cas prioriser le crédit bancaire. On peut prioriser au-delà de ses propres économies, ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire voir dans son entourage les personnes qui peuvent mettre 10 000, 50 000, 100 000 pour permettre au moins de commencer à une certaine échelle. Et petit à petit, avec l'ambition, on peut évoluer. Parce que quand on commence à petite échelle, c'est avec un niveau de risque qu'on peut facilement maîtriser. Mais quand on commence avec une certaine ampleur tout de suite, eh bien, en cas d'aléa, la gestion peut s'avérer compliquée. Ça peut déstabiliser tout de suite les porteurs de projet. Donc, il est fortement conseillé de commencer à petite échelle. On peut mobiliser la love money. On peut voir également la possibilité de bénéficier de crédits fournisseurs. Donc, si vous êtes dans la transformation agro, par exemple, vous avez besoin de matières premières, vous pouvez négocier un délai. Peut-être que votre fournisseur même, c'est quelqu'un dans votre réseau. Vous pouvez donc négocier un délai de paiement. Donc, ça veut dire que vous allez prendre la matière première, vous transformez, vous vendez et après, vous payez. Donc, cela constitue également une source de financement à ne pas négliger. Alors, il y a beaucoup également qui préfèrent aller seul. Mais parfois, ce n'est pas un choix rationnel. On peut s'associer à d'autres personnes avec des compétences complémentaires. En même temps, c'est des personnes qui peuvent apporter financièrement leur appui. Et donc, cela peut constituer également une force pour démarrer l'activité. Donc, voilà donc quelques conseils que je donnerai en réponse à cette question. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions côté chat? Pour la personne a déjà remercié de la réponse. Il y avait une personne qui levait la main, donc je ne sais pas si elle souhaite. C'est la même personne, c'est elle qui a été. Ah, ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions en ligne, on va laisser la parole à ceux qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ici? Je reviens sur la question de la disponibilité. Vous n'avez pas pensé à mettre à disposition la version électronique? La version électronique, pas tout de suite, parce que la sécurisation peut demander des moyens. Et disons que bon, je suis en discussion avec des gens qui maîtrisent le domaine pour voir comment on peut sécuriser la version électronique du document. Mais bon, en même temps, c'est un document qui est quand même de petit format et qui est facilement maniable. Mais cela dit, en version électronique, ça peut être facilement accessible à des gens qui ne sont pas forcément même au Mali, sachant que le livre est aujourd'hui distribué surtout au Mali et très peu à l'international. Donc on est en discussion, on est en train de voir comment on peut sécuriser la version électronique. C'est en perspective. C'est en perspective. D'accord. Pour ceux qui sont dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Et j'espère pour vous que vous n'allez pas me faire le coup de non, on n'a aucune question. Vas-y, Diawara. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Diko pour sa disponibilité et surtout le partage d'expérience. Vraiment, personnellement, j'ai beaucoup appris, surtout en termes de démarche de création d'entreprise. Vous avez mentionné un point sur lequel j'aimerais revenir pour comprendre. Vous avez dit que les entreprises généralement se font aider par les banques, mais ne mentionnent pas surtout ce côté-là. Qu'est-ce qui pousse ces entreprises à ne pas mentionner cela? Alors, qu'est-ce qui pousse les entreprises? J'ai tendance même à dire que c'est naturel. On ne peut pas forcément dire que ça réussit. Et conditionner à l'apport de quelqu'un. L'apport de quelqu'un ou est cautionné par quelqu'un ou que quelqu'un a contribué significativement à sa réussite. C'est un phénomène assez naturel. On ne communique pas forcément dessus. J'ai même l'habitude de dire, en général, quand vous prenez une structure, ce sont les entreprises ou bien les personnes qui viennent, qui ne sont pas satisfaites, qui chantent partout, qui communiquent, qui disent non, cette structure-là, il faut l'éviter.
En général, les personnes qui sont satisfaites, ou bien les entreprises qui sont satisfaites, elles communiquent très peu. Donc, ce qui fait que parfois, l'image négative prend le dessus sur l'image positive. Mais l'explication, je dirais que c'est beaucoup plus naturel qu'autre chose. Elles ne prennent pas l'initiative d'elles-mêmes de communiquer sur le fait que, voilà, je viens de lever il y a aussi un gros souci de transparence dans nos sociétés. Et l'argent reste un sujet tabou. Exact. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question en salle? Oui, vas-y. Bonsoir. Merci pour cette présentation. C'est vraiment intéressant. D'habitude, on entend les entrepreneurs dire comment ils ont commencé, flatter les gens, mais on ne sait vraiment pas ce qu'il y a au fond. En tout cas, nous qui n'avons pas commencé. Mais moi, j'ai deux petites questions. D'abord, que pensez-vous à ces gens-là qui écrivent, qui ont beaucoup d'idées, mais des idées éparpillées? Quelle est la meilleure façon de commencer ou bien structurer les idées pour se lancer? Et également, vous avez parlé de transparence. Au-delà de la transparence, quelles sont les meilleures stratégies pour une petite entreprise, une start-up qui vient tout juste de commencer, de s'imposer et de marquer sa place dans les temps, pas de commencer aujourd'hui et de disparaître demain? Parce qu'on voit maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, que ce soit agroalimentaire, des projets de cosmétiques et autres là. Et du jour au lendemain, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et ces personnes font les mêmes choses et ces personnes ont les mêmes cibles. Souvent, ça empêche les gens de continuer 2 jours plus tard ou bien 1 an, ça disparaît. Quelles sont ces meilleures stratégies pour durer dans le temps et de façon vraiment importante? Pour mettre en place une entreprise pérenne. C'est ça. Alors, merci pour les questions. La première, je crois que c'était comment commencer à écrire, comment il faut s'organiser pour écrire, mettre en cohérence ses idées. Alors, comment moi j'ai fait? Dans un premier temps, je me suis fait un petit plan d'écriture. Ça, c'est juste la base pour commencer. Mais en fait, tu ne peux jamais définir le livrable au commencement. Jamais. Tu définis juste un canevas, un petit plan. Au fur et à mesure que tu écris, tu t'intéresses à des sujets, tu vas fouiller par-ci, par-là. Ça te donne en même temps des idées pour améliorer ce que tu avais au départ imaginé. Donc, il ne faut jamais se dire, non, j'attends d'aboutir à un plan définitif pour commencer à écrire. Non, à partir du moment où on a une ébauche de plan, on a une idée à peu près de ce qu'on veut, on se fait un petit plan et on commence à écrire. Et on peut même sauter. Quand on écrit dans une partie, à un certain niveau, et qu'on n'a plus d'inspiration, on n'a plus de la matière, on n'a pas de documentation, on peut sauter pour aller sur les parties où on a de la documentation, où on a de l'inspiration. Donc, comme cela, on fait. Et petit à petit, on améliore, et après, on met la forme et on passe à l'écriture. En fait, jusqu'à l'aboutissement, l'écriture, c'est comme un bouillon, en réalité. On fait de façon bouillonne, c'est ça? Donc, c'est comme un bouillon, et c'est à l'aboutissement, on essaie de mettre la forme, et puis ça devient donc un livre. Maintenant, concernant votre deuxième question, une entreprise pérenne, j'ai l'habitude de dire qu'il faut avoir une vision. On ne peut pas entreprendre sans vision. L'absence de vision au sein d'une entreprise, je le dis souvent, c'est comme un véhicule qui roule la nuit sans phare. Difficile pour ce véhicule-là de rouler vite, sinon il va faire un accident. C'est difficile pour lui d'aller loin. Donc, quand on n'a pas de vision au sein d'une entreprise, on crée, mais on ne peut pas aller loin. Beaucoup d'entreprises qui se créent, qui ferment, je crois que cela peut s'expliquer par 2 phénomènes. Le mimétisme, l'autre a fait, je fais aussi, je n'ai pas de vision. Et l'indiscipline financière. Ça veut dire que tout de suite, on veut s'enrichir. L'argent qu'on voit, on pense qu'on peut l'utiliser.
Et donc, moi, je donnerai quelques conseils. Et quand on crée une entreprise, il faut mettre l'accent sur la satisfaction de la clientèle. C'est la raison d'être de l'entreprise. Il faut mettre l'accent sur ça plus que le gain. Le gain, c'est la conséquence de ça. Lorsqu'on réussit à satisfaire la clientèle, en ce moment, le gain suit, c'est la conséquence de cela. Il faut avoir une certaine discipline financière. C'est-à-dire qu'il faut servir l'entreprise et ne pas se servir. Il faut plus investir et moins dépenser au sein de l'entreprise. Il faut également savoir s'entourer. S'entourer, c'est important. Au sein de l'entreprise, il faut un management de qualité et il faut un personnel conquis à la cause de l'entreprise et qui comprennent bien la vision du promoteur ou des promoteurs. Ce sont des éléments importants. Le promoteur lui-même, il doit avoir quelques qualités, beaucoup d'ailleurs, mais je mettrai l'accent sur, en plus de la vision, sur la détermination et l'optimisme. Il faut être optimiste dans l'entrepreneuriat. C'est l'optimisme qui aide à affronter des obstacles et à les surmonter. Parfois, quand on a une vision, en réalité, les visionnaires, ils ne savent pas exactement comment aboutir à ça. Ils se disent juste, c'est ce que je veux. Et ils sont optimistes pour le réaliser. Et c'est petit à petit, dans la réflexion, ils se font aider par les collègues. C'est des collègues d'ailleurs qui amènent parfois les idées pour aboutir à leurs résultats. Donc il faut se dire, c'est ce que je veux, et il faut être optimiste pour arriver à ce but-là. Donc voilà donc quelques conseils. Et à cela, j'ajouterai le fait qu'il faut anticiper au sein de l'entreprise les besoins. Il ne faut pas attendre que le besoin se pose pour chercher la solution. Lorsque vous avez une entreprise dans la transformation qui utilise des machines, par exemple, et vous savez que l'utilisation de cette machine use rapidement telle pièce, il faut avoir un stock de cette pièce-là au sein de l'entreprise pour ne pas être bloqué. Lorsque vous avez besoin de vous utiliser des matières premières, il faut veiller à ne pas être confronté à une rupture de stock. Lorsque vous risquez d'avoir un besoin de financement, il faut anticiper. En général, les banques financent les entreprises lorsqu'elles n'ont pas, dans l'urgence en tout cas, besoin de leur financement. En ce moment, elles sont en train. Mais lorsque l'entreprise est dans une situation problématique, en ce moment, il est clair que la banque est méfiante. Donc, il faut savoir anticiper pour pérenniser l'entreprise. Voilà donc quelques conseils que je donnerais pour pérenniser son entreprise. Si je peux me permettre sur le point qu'il a cité concernant le fait de savoir bien s'entourer. Moi, je pense qu'il est important pour un porteur de projet de comprendre que souvent, on peut être porteur de projet sans avoir les compétences managériales pour gérer un business. Et il est important à ce niveau-là de faire preuve de, comment on appelle ça, de faire preuve d'ouverture, soit de se former et d'obtenir ces compétences-là, soit de léguer la gestion de la structure à une autre personne. Parce qu'on peut avoir une vision, mais sans pour autant avoir le dos assez solide pour gérer le business de façon efficace. Donc, il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit-là. Donc, on tend vers la fin. Je pense qu'on va prendre une dernière question. Je pense qu'on a le temps d'en prendre une dernière. Donc, s'il y a une autre question en salle, vous pouvez y aller. Bon, dernière question pour moi peut-être. Vous avez dit que vous travaillez à FSCP, je crois, et que vous avez un pied aussi dans l'entrepreneuriat. Je voudrais savoir comment vous faites jongler les deux parce que j'aimerais bien en faire aussi. Oui, alors, bon, quand on est... Moi, je suis salarié, mais pas que salarié. Je suis responsable. Ça implique un certain niveau de charge. Et donc, quand je dis que j'ai un petit pied dans l'entrepreneuriat, j'ai choisi un domaine qui ne nécessite pas mon temps. Je fais beaucoup d'efforts pour mon temps. Et donc, c'est un domaine que je peux faire gérer facilement par d'autres personnes et superviser assez facilement. Mais on ne peut pas être salarié, surtout avec des responsabilités,
et se lancer dans l'entrepreneuriat à une certaine intensité. Ça, ces deux-là, c'est très compliqué à gérer parce que ça demande beaucoup de disponibilité. On ne peut pas être disponible ici et là, c'est compliqué. Donc, lorsqu'on veut faire les deux, il faut trouver un créneau qui ne nécessite pas beaucoup d'intensité et qui ne vous sollicite pas beaucoup en temps. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai un petit pied. Okay. Donc, en tout cas, le conseil il est clair. Je pense que si vous êtes en train de jongler avec les deux et qu'à un moment donné, vous voulez vous consacrer à votre activité entrepreneuriale, il faut faire le sacrifice de mettre une fois sur le salariat à un moment donné pour amener son activité professionnelle à un autre niveau. Alors, on est à 5 minutes de la fin de ce rendez-vous des entrepreneurs. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Des écrivains. Comme on est dans la thématique de l'entrepreneuriat, moi j'aimerais vous prêter à un exercice. Très souvent, quand des porteurs de projets se trouvent devant vous, ils sont obligés de pitcher leur projet et souvent très rapidement. Donc on va aller sur la méthode de l'elevator pitch. Donc en 1 minute, vous allez fixer la caméra et vous allez motiver les gens à acheter le livre. Donc, 1 minute d'argumentaire pour acheter le livre, comme si vous étiez en train de pitcher un projet entrepreneurial. Bon, moi, je dirais, dans le livre, j'ai défini l'entrepreneur comme une personne avertie et informée qui sait exploiter ses avantages pour répondre à un besoin de consommation tout en gagnant sa vie en toute responsabilité. Donc, dans cette définition, je l'ai conçue sur la base du livre. Parce que pour moi, lorsqu'on entreprend, l'information est capitale. Il faut s'informer, il faut se former, il faut cultiver et développer sa personnalité. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans ce livre-là. En bon quand on dit côté découvlant, ils me font finquer, il va n'y avoir. Ceux qui savent ont un avantage sur ceux qui ne savent pas. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai fait le livre. Ça peut aider ceux qui sont curieux. Par contre, ceux qui ne sont pas curieux, peut-être ils laisseront raconter ce qu'il y a dans le livre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur LinkedIn, qui sont installés dans d'autres pays, qui ne sont pas forcément des Maliens, mais qui, lorsqu'ils viennent en mission au Mali, font tout pour avoir mon livre. Et lorsqu'ils ont le temps, ils passent dans mon bureau, on échange. Mais par contre, il y a des Maliens ici qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas la curiosité de s'intéresser et qui ont peut-être un préjugé. Mais je les invite vraiment à écrire, à lire le livre parce que le livre, c'est pragmatique, c'est disponible. Tu le lis. Si ce qu'il y a dedans, ce n'est pas pertinent, tu peux le dire partout où tu veux. Moi, en acceptant de mettre le livre là sur le marché, c'est quelque part ma crédibilité, mon image que j'ai mise sur le marché. Et ce n'est pas caché, c'est disponible pour tout le monde. Je l'ai écrit dans le sens que ça puisse servir. Mais si ça ne sert pas, on me le dit tout de suite. Aujourd'hui, je suis très enchanté, très encouragé par les retours positifs que j'ai. Donc, ceux qui souhaitent entreprendre, qui sont dans l'entrepreneuriat au Mali, ou en tout cas qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, je les invite à découvrir le livre, ça peut les servir. Merci beaucoup pour Alors, personnellement, j'ai commencé le livre, je ne l'ai pas encore fini. Et comme je le disais tantôt, ce livre-là, je le considère comme un peu un grand frère qui te tient la main dans tes débuts de process vers l'entrepreneuriat. Il est très pratique, il est différent. Je le disais tout à l'heure, j'avais des appréhensions parce que je pensais que ça allait traiter un peu de sujets orientés développement personnel, mais c'est super pragmatique. C'est des thématiques qui vont droit au but. Ça vous donne des informations dont vous avez réellement besoin et ça traite de thématiques qui peuvent paraître super compliquées et ça les désacralise un peu. Donc voilà, moi, mon impression du livre jusqu'ici. J'espère que j'aurai l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous. Je tiens à informer le public qui nous suit, qui se sont en ligne ici, que le président de l'université virtuelle de la Virtual Academy a décidé de mettre un certain nombre de livres à la disposition de l'audience. Djibril fera part aux uns aux autres de la façon de les obtenir. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie du temps et de l'écoute dont vous avez fait preuve
Je vous remercie encore une fois, M. Diko, pour la disponibilité et surtout de nous avoir partagé ce moment, de nous avoir partagé votre bébé. Et on espère vous recevoir encore une fois pour un autre rendez-vous des écrivains, peut-être pour un nouvel ouvrage. Et merci à tous et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup. Audio Jungle.